Salam alaikum mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va terminer notre formation concernant les questions fréquentes pour un entretien technique profil Java J2E. On est arrivé à la sixième partie, donc on doit se focaliser sur les microservices. La première question, c'est quoi les deux architectures de programmation? Donc pour créer des applications, on a deux architectures. La première, elle est basée sur une application monolithique et la deuxième, elle est basée sur les microservices. C'est quoi une application monolithique? C'est-à-dire, c'est une application qui est développée en un seul bloc, c'est-à-dire une seule application qui va rassembler tous les besoins fonctionnels d'une application, c'est-à-dire un seul genre ou bien un WAR si vous développez avec Java, avec une seule technologie, c'est-à-dire soit Java, soit PHP, soit Python par exemple, et déployer d'une manière inutile dans un seul coup dans un serveur d'application. Les problèmes rencontrés avec cette approche, c'est qu'elle centralise tous les besoins fonctionnels dans une seule application et réalisé dans une seule technologie. C'est un inconvénient parce que si vous avez plusieurs équipes et chaque équipe maîtrise une technologie, donc vous n'allez pas profiter de ses compétences. Chaque modification nécessite le déploiement de toute l'application, bien sûr. Livraison en bloc, c'est-à-dire le client final elle doit attendre beaucoup de temps pour commencer à voir les premières versions. Donc, on passe à la deuxième architecture, c'est les microservices. C'est une approche d'architecture et de développement d'une application composée de petits services. L'idée, c'est à découper un grand problème en un ensemble de petites applications et chaque application est développée d'une manière indépendante et avec une technologie qui peut être différente par une équipe différente. C'est quoi les avantages de cette architecture? On gagne en termes de performance parce qu'on va avoir un microservice qui va jouer le rôle de proxy, donc il fait l'équilibrage de charge et il contient aussi une cache. Donc on gagne en termes de performance. Redéploiement à chaud, c'est-à-dire si on modifie un microservice, donc on va le redéployer sans toucher les autres microservices qui sont démarrés, c'est-à-dire à chaud. Les technologies différentes, c'est-à-dire chaque équipe elle va travailler avec la technologie qu'elle maîtrise. Équipe indépendante, donc elle travaille d'une manière indépendante. Facile à appliquer l'agilité parce qu'on a des petits microservices, donc c'est l'endroit idéal pour travailler avec les sprints, par exemple de 3 semaines ou bien 4 semaines. On a des petites fonctionnalités, c'est-à-dire il est facile à tester, donc on travaille avec TDD, Test Driven Development, c'est-à-dire on va développer les tests d'abord et après on va développer les fonctionnalités qui les valident. Et malgré ça, cette architecture a des inconvénients. Par exemple, la communication entre les méthodes est plus lente parce que chaque microservice est déployé dans un serveur distant. Plus difficile à débugger quand vous avez une centaine de microservices. C'est difficile à débugger. Tu auras besoin des équipes très compétentes pour débugger. Il y aura un effort supplémentaire pour les opérations de déploiement, scaling, configuration, monitoring et les tests, car chaque service est séparé des autres. Le cas d'utilisation de l'architecture microservice. Quand est-ce qu'on va utiliser les microservices? Quand vous avez une application très grande qui rassemble des centaines de besoins fonctionnels, besoin de scaler l'application, c'est-à-dire c'est mieux de scaler un petit microservice au lieu de scaler l'application entière. Des grandes équipes. Quand vous avez des grands nombres d'équipes, c'est mieux de travailler avec les microservices parce que peut-être chaque équipe elle maîtrise une technologie. Donc vous allez profiter de chaque équipe. Pour implémenter les microservices
En Java J2E, vous allez travailler avec Spring Cloud. Spring Cloud, c'est un projet de Spring pour créer des applications microservices en collaboration avec Spring Boot qui va faciliter la configuration automatique. Donc, Spring Cloud, il va vous fournir 3 microservices techniques. On a le service de registration, le service de configuration et le service proxy. C'est le gateway. Donc, il nous donne les dépendances pour créer ces 3 services techniques. On va commencer par le premier microservice technique, c'est Orica Server, ou bien Service Registry. C'est un microservice technique qui va enregistrer la localisation des autres microservices métiers qu'on va créer, non? Ce microservice Orica Server, il est créé par Netflix. Donc, chaque microservice métier qui est démarré, il va se connecter vers ce service-là pour publier sa référence. Sa référence, c'est le nom de microservice, l'adresse IP et le port. Pour l'implémenter, vous allez besoin de la dépendance Spring Cloud Startup Netflix Orica Server et ajouter la notation dans la classe main de Spring Boot. C'est la notation Enable Orica Server. Concernant le deuxième microservice technique, c'est Configuration Service. C'est un autre microservice technique qui va centraliser la configuration de tous les microservices métiers. C'est-à-dire, au lieu de créer un fichier de configuration pour chaque microservice, on va rassembler tous les fichiers de configuration dans un repository et dès qu'un microservice est démarré, il va récupérer sa configuration. La troisième microservice technique, c'est Proxy Service ou bien Gateway. Il va dispatcher toutes les requêtes du client vers les instances. C'est-à-dire, c'est lui qui va faire l'orchestration de toutes les requêtes qui arrivent de la partie front-end pour les rediriger vers le bon service afin de les exécuter. Donc, il fait l'équilibrage de charge. Pour l'implémenter, on a deux approches. On a Zool ou bien Spring Cloud Gateway. Zool, c'est un type de proxy qui utilise un modèle bloquant. Pour l'activer, on a la notation Enable Zool Proxy, mais après avoir ajouté sa dépendance, c'est Spring Cloud Starter Netflix Zool. Et notre type de gateway, c'est Spring Cloud Gateway. C'est un proxy qui utilise un modèle single thread avec les inputs-outputs non bloquants. C'est plus utilisé que le Zool. On passe à la question suivante. C'est quoi le circuit breaker? C'est un design pattern qui permet d'éviter une défiance sur le système. C'est-à-dire qu'on va créer un service tolérant aux pannes et qui peut survivre sans problème lorsque les autres services sont indisponibles ou ont une latence élevée. Par exemple, si le service client n'est pas disponible, alors on peut récupérer la liste des clients dans le cache. Pour implémenter Circuit Breaker, on a l'implémentation Hystrix. C'est une implémentation de Circuit Breaker qui est fournie par Netflix. Il nous donne un contrôle sur la latence et l'échec entre les microservices distribués. Pour l'ajouter au projet Spring Boot, on a la dépendance Spring Cloud Starter Hystrix. C'est quoi Spring Slow? C'est un outil qui va donner un ID unique à chaque requête à travers nos microservices, de façon à pouvoir les suivre avec précision. Donc, on va marquer chaque requête avec un ID unique. Pour l'ajouter au projet Spring Boot, on a la dépendance Spring Cloud Starter Slow. Spring Slow, il travaille avec Zipkin. Zipkin, c'est une autre dépendance pour tracer et suivre les requêtes qu'on a marquées avec un ID unique, c'est-à-dire voir le chemin qu'une requête a parcouru afin de détecter où le problème s'est déclenché. Pour ajouter Zipkin au projet, on a la dépendance Spring Cloud Slow Zipkin. OpenFin. C'est quoi OpenFin? C'est une dépendance pour faire communiquer
les microservices distants en mode synchrone. Il est basé sur le load balancer Ribbon pour faire l'équilibrage de charge. Pour l'ajouter au projet Spring Boot, on a la dépendance Spring Cloud Starter OpenFin. La 17e question, pourquoi les conteneurs sont-ils utilisés souvent dans les microservices? Parce que nous devons déployer beaucoup et c'est plus facile de déployer un conteneur, par exemple le conteneur Docker, c'est plus facile de déployer et de le scaler dans plusieurs machines. Quelle est la signification de OAuth, Open Authentication? C'est un protocole d'autorisation qui permet à vos clients de créer un compte sur votre application web d'une manière facile, en se connectant sur un compte existant d'une société vérifiée, par exemple via un compte Google ou via Facebook. Il va créer son propre compte sur votre application. Il facilite la tâche de l'inscription sur votre application. C'est quoi Swagger? Swagger, c'est un projet open source qui offre des outils permettant de générer la documentation des API web ou bien des services web. Elle respecte le standard OpenAPI et elle offre également une interface graphique permettant d'explorer et tester les différents services web. 20e question, c'est quoi Mapstract? C'est une autre dépendance pour faire le mapping objet-objet, c'est-à-dire la création des DTO, Data Transfer Object. C'est-à-dire, au lieu de travailler directement sur les entités GPA, on va exposer les DTO pour la partie front-end, c'est-à-dire sécuriser notre base de données. Et enfin, on est arrivé à la dernière question. Quand est-ce qu'on a besoin de bases de données non SQL, comme MongoDB? Quand la quantité de données est très intéressante pour notre application. Donc, merci beaucoup et on se voit dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.